Du coup, bienvenue à l'atelier d'Eglemers, ressources utiles pour l'implication des jeunes dans les institutions culturelles. Je suis Marco Fiore, je travaille pour Michael Culture et je suis chargé des projets et aussi de la partie advocacy de Michael Culture. Et avec nous, on a Marie-Véronique Leroy, chargée de mission au ministère de la Culture. On a Pier Giacomo Sola, chargé des projets à Michael Culture, et Caroline Capdepont, qui est chargée de communication à European Students Association for Cultural Heritage, ESAC, pour les amis. Et pour l'agenda de l'atelier, on va avant tout commencer avec une intervention de Marie-Véronique qui va nous présenter les actions du ministère de la Culture autour du numérique et concernant aussi les jeunes. Après, Pierre-Jacques, on va présenter les résultats et les outils de Glamers euh, qui se composent en différentes phases. Et on va après ouvrir la discussion avec surtout avec Caroline qui va nous présenter les actions de l'ESAC, qui va nous présenter un petit peu leur travail. Et, après, il y aura le moment de discussion avec tout le monde. Étant donné qu'on n'est pas beaucoup, on pourra faire un tour de table pour vous présenter, donner le nom de votre institution. Et il y aura la possibilité de poser des questions. Et un petit peu, l'idée, c'est de faire un moment d'échange de bonnes pratiques. Et pour avoir des résultats concrets à la fin de cet atelier. Et du coup, je vais laisser la parole à Marie-Véronique et je vais, si j'arrive à le faire, partager ces slides. Et entre-temps, Marie-Véronique, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc en attendant que les choses se lancent, j'en profite pour remercier, l'association Michael Culture, donc Marco et Pierre Giacomo pour, l'organisation de cet atelier et l'invitation à ouvrir, l'atelier. Donc moi je suis Marie-Véronique Leroy, donc je suis chargée de mission, au sein du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et l'administration des données, donc au sein du service du numérique du ministère de la Culture. Donc comme le nom de mon entité le laisse présager, je vais vous parler beaucoup de numérique. Et donc, j'ai récupéré quelques éléments aussi de mes collègues de la délégation à territoire et transmission et pour la démocratie culturelle, donc qui ont en plus les enjeux et du coup les actions tournées vers la jeunesse dans leur portefeuille. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Donc voilà, ils s'en excusent. Mais du coup, voilà, il y a cette entité-là aussi qui du coup, a les actions tournées vers la jeunesse, l'éducation artistique et culturelle dans leur portefeuille. Tu peux passer à la slide suivante. Donc du coup, enfin, je pense que vous allez parler de bonnes pratiques autour du numérique et de tout ce qui est médiation et, pour les jeunes. Je vais revenir un peu à la base de tout ça, donc qui est vraiment l'action de notre département. Parce que du coup, on a toute la chaîne de valeur autour de la donnée, donc les politiques culturelles autour de la donnée culturelle. Donc on a les actions qui se visent à encourager la numérisation, on a l'ouverture des données, on a la sémantisation des données, toute la partie agrégation, donc comment est-ce qu'on diffuse plus largement et comment est-ce qu'on met à disposition cette donnée pour pouvoir encourager les réutilisations, y compris des réutilisations à des fins éducatives ou de recherche. Et donc, du coup, réutilisation aussi bien par des artistes, des professionnels de la culture eux-mêmes pour d'autres applications, ou encore des industries culturelles qui vont pouvoir déterminer ou en tout cas développer des applications à destination de divers publics. Tu peux passer à la suite. Donc je pars vraiment à la base. Donc pour pouvoir faire tout ça, en fait, il y a ce qu'on appelle la politique d'open data, donc là vraiment l'ouverture des données. Si on n'a pas des données qui sont ouvertes et accessibles, du coup, on ne peut pas faire tout ce qu'on pourrait faire et en tout cas, on ne peut pas avoir cet accès numérique. À partir du moment où il y a du droit, c'est un élément bloquant en fait pour pouvoir
favoriser la circulation des données et du coup permettre leur réutilisation. Et donc le ministère est vraiment engagé dans une politique d'ouverture des données depuis 2011. Et la structuration des données, donc ce qu'on appelle vraiment l'accès, la sémantisation, on va dire, appliquer le principe des données liées aux données culturelles, c'est vraiment dans la continuité de cette démarche d'ouverture des données. Donc en 2015, il y a eu la loi République numérique qui du coup a vraiment inscrit dans la loi ce principe de une donnée publique est une donnée qui doit être ouverte. Et donc du coup, voilà, le ministère a développé cette plateforme data.culture.gouv.fr où du coup l'ensemble des jeux de données produits par les entités culturelles sont recensés, décrites et mis à disposition dans des formats bruts. Tu peux passer à la suite. Donc du coup, voilà, la semaine dernière, j'étais à la conférence Europeana et donc la directrice de la Bibliothèque royale a mentionné ce modèle des données 5 étoiles de Tim Berners-Lee. Donc je ne résiste pas à l'envie de faire la même chose. Parce que du coup, c'est également vraiment le continuum, quelque part. On parle vraiment de l'ouverture des données, donc de leur accessibilité, du fait qu'elles doivent être mises à disposition dans des formats ouverts, non propriétaires, que du coup ces données doivent être liées les unes avec les autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit bien la progression et le fait qu'on doit aller vers ce qu'on appelle ces données 5 étoiles qui sont ouvertes, liées entre elles et identifiées de manière unique. Et donc, en fait, pourquoi j'en parle? C'est parce que du coup, c'est le principe de base pour la sémantisation des données, donc qui est vraiment le cœur de mon portefeuille au sein du ministère de la Culture, mais aussi pour faire tout ce dont je vous ai parlé en termes de réutilisation, on a besoin d'avoir des données structurées de cette façon-là. Tu peux passer à la suite. Donc, il y a une stratégie pour la sémantisation des données culturelles dont je suis particulièrement en charge. Et où on cherche vraiment à déployer les standards et les technologies du sémantique chez les acteurs culturels. Et en fait, cette stratégie couvre donc l'administration centrale et les services déconcentrés et les établissements publics. Et l'ambition derrière cette stratégie, c'est de constituer ce qu'on appelle le graphe culture. Donc, c'est déterminer, définir un graphe de connaissances pour les données culturelles. Donc, tu peux passer à la suite. Donc rapidement, cette stratégie, elle s'articule autour de 4 grands blocs, donc qui va être l'identification des données, l'interconnexion des données, les interactions avec le public et tout ce qui concerne la confiance, veille technologique ou en tout cas la traçabilité des données. Tout ça pour vous dire qu'en fait, donc on a vraiment ce bloc ouverture des données, sémantisation des données. Et en fait, le fait de sémantiser les données, donc ça permet vraiment d'être dans une logique de, on met à disposition donc des différents publics une donnée qui va être identifiée de manière unique et pérenne, donc avec vraiment toute la gouvernance qui va bien proposée par l'institution, et structurée et du coup intelligible, réutilisable, aussi bien par des algorithmes que par des institutions ou des industries culturelles. Tu peux passer à la suite. Donc du coup, au-delà de ces politiques qui sont vraiment, spécifiques, donc à la donnée, depuis, 2021, donc on a, chaque ministère en fait s'est doté d'un administrateur ministériel des données. Donc du coup, il y a un administrateur ministériel qui est du coup coordonné aussi au niveau interministériel. Chaque ministère a été invité à produire une feuille de route, autour des données. Donc notre feuille de route a été produite fin 2021, donc c'est la feuille de route données et contenu culturel. Et donc on a les 4 grands axes que vous voyez ici qui sont améliorer l'action publique grâce à la donnée, faciliter et va favoriser l'ouverture, le partage et l'exploitation des données, développer le capital humain, la culturation et la gestion des compétences, mobiliser et évaluer, donc gouvernance et pilotage. Donc du coup, il n'y a pas d'axe spécifique à la jeunesse, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est vraiment toute la dynamique, en fait, tous les acteurs qui vont entrer en jeu pour produire, mettre à disposition et favoriser l'exploitation des données, y compris par les publics jeunes et par les industries culturelles qui vont développer des applications pour les jeunes. Tu peux passer à la suite. Et donc, en fait, cette structuration, en tout cas cet axe, cette priorisation vraiment de la prise en compte de la donnée culturelle, donc qui est quand même assez récente,
Elle se traduit aussi au niveau européen avec la nouvelle stratégie de la Commission européenne qui vise à mettre en place des espaces communs de données sectoriels. Il va y avoir un espace commun de données pour le patrimoine culturel. Il y a une recommandation donc qui n'est pas une directive, mais qui reste quand même un outil formel en tout cas, qui invite les ministères, les États membres en fait à déterminer une stratégie numérique et à favoriser du coup l'alimentation de ces espaces de données donc par les différents États membres. Tu peux passer à la suite, je pense que je dois avoir une image peut-être qui va détailler la chose un peu mieux. Voilà, donc du coup, on a donc le patrimoine culturel n'apparaît pas sur cette slide-là, mais en tout cas, il y a un espace de données par secteur. Et l'ambition de la commission, c'est que ces espaces de données soient tous inteраbles l'un avec l'autre, que du coup, il y ait des transactions, entre guillemets, au sens culturel du terme, et pas économique, entre ces différents espaces de données pour que du coup, voilà, il y ait on puisse aussi bien parler de compétences, de médias, d'écologie, le tout avec vraiment cette volonté de sortir des silos habituels et du coup avec le tout étant dans un cadre et une infrastructure sécurisée parce que du coup voilà, qui parle de données parle aussi de traçabilité, de respect des données personnelles. Donc du coup là, l'ambition c'est vraiment d'avoir cette espèce d'infrastructure et cette gouvernance autour de la donnée pour qu'on soit vraiment dans un environnement de confiance. Tu peux passer à la suite. Et donc, pour ceux qui connaissent, Europeana, donc, qui était la bibliothèque numérique européenne du patrimoine culturel, a vocation à devenir le coordinateur, le steward, comme ils tendent à le dire, de cet espace commun des données pour le patrimoine culturel, où du coup, on aura vraiment la volonté d'avoir l'accès le plus large possible dans le respect du droit d'auteur et dans le respect aussi de cette démarche d'ouverture des données aux données du patrimoine culturel. Tu peux passer à la suite. Et donc, la recommandation dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, en fait, elle a fixé un certain nombre d'objectifs chiffrés aux différents États membres. Et donc là, vous voyez la progression qui est attendue côté français en termes d'alimentation donc de cet espace de données. Donc, on a un petit peu de travail qui nous attend et c'est notamment toute la partie agrégation des contenus qui va assurer du coup cet effort en fait de transmettre les données de nos acteurs culturels vers cet espace commun européen des données. Tu peux passer à la suite. Donc voilà, j'ai fait ce focus sur la donnée culturelle parce que je pense que c'est vraiment la base. Enfin, il est difficile de parler de numérique sans vraiment parler de données. Donc je pense que c'était important de vous souligner toutes les actions du ministère qui sont faites donc dédiées à ces données. Donc là, je vais vous parler maintenant aussi des actions qui sont réalisées par mes collègues de la DG2TDC, donc la délégation à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, qui, eux, ont vraiment en charge plutôt tout le suivi de la partie éducation artistique et culturelle et aussi la gestion du pass culture. Parce que du coup, comme vous le savez, le ministère de la Culture a parmi ses priorités le déploiement du pass culture. Et donc, du coup, c'est vraiment des actions qui sont concrètes pour garantir la participation des citoyens et l'accès aux données culturelles et aussi à toutes les actions et encourager les pratiques culturelles des jeunes. Tu peux passer à la suite. Donc, donc vraiment, l'objectif du Pass Culture, c'est renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes de 15 à 20 ans. Donc, il y a eu du coup toute une phase où il y avait un parcours d'éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire. Mais donc là, du coup, dans le prolongement finalement de cette action, le Pass Culture vise aussi à donner donc une enveloppe financière donc de 300 euros de crédit pour pouvoir accéder à une offre culturelle donc qui permet d'accéder à différents services, d'aller acheter des livres, aller au cinéma ou assurer des pratiques culturelles. Et donc, du coup, le principe du Pass Culture, c'est d'avoir une application qui permet de faire découvrir des offres
qui sont spécifiquement à proximité. Donc, s'il y a un cours de guitare à proximité, vous devez pouvoir accéder donc, par le catalogue de l'offre. Donc, en fait, mine de rien, ça paraît déconnecté, mais tout ça passe aussi par de la donnée culturelle qui est formalisée, parce que du coup, il y a eu un référencement dans un catalogue et dans une application. Il y a aussi cette volonté, pardon, tu peux revenir en arrière, cette volonté du coup, de diversifier ces pratiques, donc aussi d'encourager les fournisseurs finalement de services à adhérer du coup au Pass Culture, donc à proposer leur offre au sein du Pass Culture. Il y a aussi une volonté de fidéliser les jeunes dans leurs pratiques culturelles pour que ce soit pas quelque chose qui soit purement rébarbatif, donc vraiment les inclure et du coup faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel et qui ne soit pas juste uniquement acheté, consommé finalement de la culture, mais vraiment qui deviennent aussi pleinement acteurs de la vie culturelle. Donc là, vous voyez un peu l'état des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase d'expérimentation sur des territoires, une partie du territoire, et elle a été étendue vraiment en 2022 à l'ensemble du territoire. Il y a une volonté d'augmenter le nombre de lieux culturels qui seraient référencés et aussi, bien évidemment, augmenter le nombre de jeunes qui vont bénéficier de ce pass culture. Parce que pour le moment, l'ensemble des jeunes qui y ont droit n'ont pas encore du coup recours au pass culture. Et en fait, on a aussi observé que c'était surtout pour des achats de livres. Et du coup, le côté pratique culturel n'est pas encore déployé ou en tout cas encouragé au maximum. Donc voilà, un rapide aperçu du coup du Pass Culture qui est une des actions vraiment tournées vers la jeunesse. Et donc voilà, j'en profite pour remercier Thibaut Gerbaille, donc mon collègue de la DG de TDC qui m'a fourni les éléments sur le Pass Culture. Voilà, je vais m'arrêter là et vous laisser entrer dans le vif du sujet. Merci. Merci Marie. C'est très intéressant et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais arrêter le partage. En tout cas, les slides de Marie-Véronique seront disponibles soit et dans le vidéo la vidéo qui va être présente sur YouTube et dans les outils qu'on va vous envoyer après l'atelier. Mais pour attendre un moment, s'il y a quelques questions, Marie-Véronique, je voulais te poser une question à propos de quel est si tu devais choisir l'intérêt principal pour avoir un système des données au niveau du patrimoine culturel pour la culture, au niveau européen, euh, tu dirais quoi exactement? L'intérêt principal. Euh, c'est dur de choisir, il y en a plusieurs. Je pense que le premier, le plus naturel, c'est la visibilité. Quelque part, tous les acteurs culturels, si on fait ce qu'on fait, c'est pour rendre la culture accessible à tous et pour qu'elle soit visible. Donc, du coup, tout le travail que font du coup les musées, les bibliothèques et les archives, c'est de décrire finalement les objets culturels pour les documenter et les mettre à disposition en ligne. L'intérêt d'un espace de données, c'est que du coup, ce travail qui était vraiment du catalogage, je le dis vraiment pas au sens négatif du terme, c'est vraiment documenté au sens vraiment purement documentation du terme. Là, en fait, le fait de basculer vers un espace de données, c'est vraiment de dire, bah, en fait, ce travail qui est fait, donc qui est dans le cœur de l'émission des acteurs culturels, c'est d'élargir en fait les publics qui vont utiliser ces données-là. C'est-à-dire qu'on va passer du simple professionnel ou l'étudiant qui va aller consulter ces données, peut-être les réécrire ou les retaper de son côté pour pouvoir les intégrer dans quel que soit l'usage qu'il va en avoir, c'est de dire on met ces données-là, qui sont des données publiques, des données d'intérêt général, à disposition du plus grand nombre pour qu'elles soient réutilisées dans des applications. Et quand on dit application, c'est pas forcément au sens pécunier du terme, ça peut être c'est utilisé dans un ouvrage, c'est utilisé parce que du coup il va y avoir une collaboration peut-être entre un musée français, un musée allemand pour dire, bah voilà, là, il y a telle thématique qui est transfrontalière, et bah du coup, on va pouvoir utiliser ces données-là et les mettre ensemble et faciliter la collaboration parce que du coup, l'enjeu, c'est aussi qu'on on donne aussi une plus grande visibilité à l'institution.
qui pour le moment, avec la manière dont Europeana était organisée, en fait, tout était finalement caché par Europeana et pas caché par le niveau peut-être national français, mais du coup, on n'arrivait pas à avoir la granularité jusqu'à l'institution. Donc là, la logique de l'espace de données, elle met un peu plus d'horizontalité dans tout cela, et du coup, plus de place aussi à l'institution. Ok, merci beaucoup. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Pier Giacomo, qui va nous parler de Glimmers et des résultats du projet. Merci Marco. Mais avant tout, avant de partager mon écran, je m'excuse pour les erreurs que je vais faire en- dans mon exposition en français, qui mon langue maternelle est l'italien, mon langue de travail est l'anglais. Alors, je m'excuse et pardonnez-moi. Alors, je partage mon écran pour commencer cette exposition. Et là est un peu les thèmes de la journée, les Glammers, les projets qui a été lancé pour identifier ressources utiles pour impliquer le gène dans les GLAM. GLAM sont Galleries, Libraries, Archives et Museums. C'est un acronyme en anglais. Et vous pouvez voir que le projet est financé dans les programmes Erasmus Plus de l'Union européenne. Le programme Erasmus Plus adresse surtout les aspects d'éducation et formation, pas la thématique culturelle. Il y a Europe créative qui normalement adresse ces aspects-là, mais très ouvert aussi pour cette formation qui n'est pas la formation traditionnelle, formalisée à niveau de l'école, mais peut-être informelle et où, bien sûr, le rôle des musées, des bibliothèques et des archives devient très important. En particulier, Erasmus Plus ouvre des appels à propositions tous les années, normalement dans les mois de février et mars. Dans l'année 2020, quand nous avons présenté ces projets-là, on a eu un appel à propositions en plus pour répondre aux les défis qui ont été lancés par les Covid, par la pandémie. À la fin des 80, 2020, l'Union européenne a lancé cet appel à proposition dans le cadre d'Erasmus Plus pour chercher des promouvoir des projets spécifiques pour répondre aux différents problèmes, défis, situations créées par la pandémie. On avait déjà eu des lockdowns et l'année 2020-2021 n'a pas été très facile pour les écoles parce que pour la plupart, ils ont utilisé la formation à distance pour s'adresser aux écoliers comme ça. Et alors, ce projet-là est né vraiment pour chercher de voir comme deux problèmes différents, les problèmes de trouver des solutions numériques, mais des solutions aussi créatives pour répondre aux difficultés créées par les Covid dans les écoles, peut être aussi euh, mêlé avec les problèmes, au contraire, qui les GLAMS, les musées, les bibliothèques et les archives ont eu dans la même période, parce que bien sûr, ils ont perdu des audiences, des publics, et on avait la nécessité un peu de balancer ces différentes problématiques. Et c'était vraiment la base. Et bien sûr, la solution qu'on a proposée est de ne regarder pas les problèmes de chaque organisation, mais vraiment de rechercher
une unité des intérêts pour voir comment les GLAM peuvent accroître la dimension de leur public en s'adressant aux jeunes pour améliorer la formation des jeunes et d'autre côté, voir comment au contraire les jeunes, les associations de la jeunesse, les établissements éducatifs peuvent d'autre partie supporter les GLAM dans leur, on peut dire, passage entre une présentation traditionnelle du patrimoine à une présentation supportée par les technologies de l'information. Et cette vraiment a été un peu la base du projet. On a un site web. On peut s'arrêter un instant pour aussi pour faire une petite navigation pour vous montrer comment organiser. Et bien sûr, on a organisé un plan d'activité avant tout pour identifier les bonnes pratiques existantes. On a cherché de vérifier dans tous les pays européens, mais aussi au dehors de l'Europe, des bons projets, des bonnes pratiques où on avait déjà commencé à avoir cet échange mutuel des compétences et d'intérêts entre les GLAMS et les musées. Ensuite, pour chercher à découvrir un peu les trous qu'on a identifiés, c'est-à-dire qu'on avait des expériences déjà sur des thématiques spécifiques, mais pour chercher d'avoir une vision plus globale, holistique, on a développé 5 modules de formation pour couvrir les différentes problématiques qui ont été identifiées où ce type de collaboration peut être utile pour et donner des bénéfices aux deux parties. Troisième niveau, chercher de cartographier les changements sociaux qui sont liés à cette nouvelle vision, à cette nouvelle méthodologie qu'on cherche de tester pour transférer l'expérience qui a été développée par les projets vers tout le réseau des GLAMS, des écoles à niveau européen et bien sûr chercher de promouvoir ce type d'utilisation. À qui s'adressent les projets, les GLAMers? Et bien sûr, le deux, soit musées, bibliothèques, archives, galeries, soit les associations de jeunes et les jeunes aussi à niveau. Chaque personne n'est pas nécessaire d'être liée à une association, bien sûr. Et la chose un peu à considérer est avoir cette relation win-win. Il faut vraiment trouver des formules pour donner des bénéfices à tous les deux parties. D'un côté, il est nécessaire de permettre aux GLAM d'organiser, de gérer, de mener des actions pour développer des publics en direction des jeunes. D'autre côté, il est aussi important de stimuler une implication plus importante des jeunes dans les organisations, dans les programmations des GLAM pour contribuer à améliorer l'organisation des expositions grâce aux technologies de l'information où, bien sûr, les jeunes peuvent être plus performantes qu'une organisation traditionnelle des conférences. Je vous montre pour quelques instants un peu les sites web du projet pour voir comment a été organisé. Bien sûr, il y a une avant-pro pour décrire un peu les objectifs, les bouts, qui sont les partenaires. Et le projet est organisé dans 4 pays: France,
on peut dire France-Belgique, un peu les pays francophones, hein. La Croatie, la Grèce et Chypre. Les coordinations est partagée par la Grèce et Chypre, par l'Institut des technologies de Chypre. Ensuite, bien sûr, on présente les différents résultats. Et en ce moment-là, on a déjà terminé la première partie du projet avec la collecte d'exemples de médiation numérique des gènes pour les glandes dans la pandémie. Et on a publié un rapport qui présente les bonnes pratiques qui ont été identifiées et quelles sont un peu les visions, la vision stratégique qu'on cherche d'exploiter et de supporter avec nos projets. La deuxième partie, au contraire, c'est le développement des formations. Et là, il y a les webinaires, comme on organise aujourd'hui, et les modules de formation. Et cette sera la deuxième partie de mon exposition. Le troisième résultat sera faire un test, un pilote, pour voir comment, avec une GLAM spécifique dans chaque pays, on peut chercher de programmer une organisation d'événements programmés des expositions avec cette contribution mutuelle qui vient des associations de jeunes et les GLAMS. Et le quatrième résultat sera une série de lignes guides de recommandations qui adressent soit les décideurs publics, soit les écoles, les GLAM, pour chercher de transférer les résultats de nos projets dans un contexte un peu plus grand. Alors, je retourne à mon exposition et on peut regarder mieux quels sont les objectifs pédagogiques qui ont été organisés. On a parlé des 5 modules de formation qui ont été développés et qui seront présentés aujourd'hui et qui ont été présentés déjà dans les autres pays. On a identifié 7 sujets au centre de la discussion. Les premiers, les réseaux sociaux pour impliquer les jeunes dans les GLAM. Ensuite, identifier les stratégies, les impacts, les défis, les avantages pour s'adresser au public jeune dans les GLAM. Ensuite, regarder mieux quels sont un peu les défis et les opportunités pour la participation aux jeunes qui ont commencé dans la crise de Covid-19, que la pandémie a supporté et nous aidé à identifier. Les 4 modules et les patrimoines numériques comme outils, comme levier de participation des jeunes. Et le cinquième, renforcer les capacités des GLAM, la dimension technique et stratégique pour mieux engager les jeunes. Inside out, vraiment pour améliorer dans l'organisation des GLAM, mais aussi pour améliorer les produits, les services, les offres culturelles que les GLAM peuvent donner aux jeunes. Comment on peut utiliser la plateforme directement par le site web? On arrive à cette plateforme qui utilise un outil pédagogique bien connu, Moodle, et bien utilisé par les écoles, universités, centres de formation. Est possible de s'enregistrer. Quand vous arrivez dans la première page, il y a toujours l'information pour donner les coordonnées. Sinon, pour créer un compte. Créer un compte n'est pas compliqué, chacun peut le faire. Il faut donner un nom d'utilisation, un mot de passe, une adresse des courriels et un peu quelques informations générales. On peut utiliser la langue qu'on préfère, bien sûr. On a
organiser tout en français pour nos objectifs. Et quand vous accédez à la plateforme, la première page qui est présentée, les tableaux de bord, c'est-à-dire les cours qui ont consulté récemment par l'utilisateur, la chronologie, comme ça. Ensuite, vous pouvez organiser vos cours selon les préférences. Là, j'ai un peu identifié l'offre multilangue, bien sûr. Aujourd'hui, on regarde les modules en français, mais on a les modules en anglais, en croate, en grec. Et bien sûr, on peut aussi trier les différents modules qui sont intéressants selon les différents critères. Et là, j'ai organisé les 5 modules de formation en langue française qui ont été organisés par Michael Culture pour les publics francophones. On peut voir une première page, ensuite on entre dans les résultats de Rotemonta, c'était la première page des modules sur les réseaux sociaux pour impliquer les jeunes, s'adresser au public jeune dans les GLAM, les glameurs dans la crise du Covid-19, les patrimoines numériques comme outils, et renforcer les capacités des GLAM, les dimensions et les stratégies techniques pour l'engagement des jeunes. Et là, la chose que je vous propose est faire un peu de navigation, de surfer un petit peu sur la plateforme pour regarder un peu mieux quelles sont les opportunités. Là, vous regardez, je m'étais déjà enregistré, sont les 5 cours en langue française. Et je vous propose d'entrer dans les modules qui étaient développés directement par nos associations, par Michael Cultura, les glameurs dans la crise du Covid-19, défis et d'opportunités pour la participation des jeunes. Et là, vous pouvez voir comme la plateforme est organisée. Sur la gauche, il y a les différentes unités de formation, une introduction, une première unité, les glamères dans la crise du Covid-19, une deuxième unité, les glamères dans la crise du Covid-19, et bien sûr, on peut toujours avoir l'accès aux différentes sections. Là, on peut commencer. Et bien sûr, la première chose est qu'est-ce que sont les technologies de l'information. Bien sûr, notre public cible sont les deux, soit les GLAM, soit les associations de jeunes. Alors bien sûr, on a cherché d'avoir une formation modulaire le plus ouverte possible, vraiment pour chercher aussi à découvrir les nécessités à niveau basique, c'est-à-dire qu'on a commencé avec une introduction sur les logiciels, sur software, hardware, en utilisant aussi des infographiques, bien sûr, pour regarder quels sont les différents exemples d'organisation, d'utilisation des différentes technologies et comment elles peuvent utiliser pour améliorer la gestion de la GLAM, améliorer l'organisation des services de formation et culturels dans les différentes GLAMs. Ensuite, on continue comme deuxième unité de formation avec une description des différentes technologies numériques qui peuvent être utilisées dans les GLAM. Et encore là, bien sûr, on donne une partie de présentation générale et ensuite, avec un support d'infographique, on cherche de donner des exemples, donner quelques chiffres, des exemplaires
pour montrer comment les différentes technologies peuvent être utilisées dans différents formats, dans différentes utilisations et services. Ensuite, un point, le troisième point était pourquoi il est important de promouvoir un changement institutionnel dans vos GLAM pour chercher de voir comment toute cette numérisation, nouvelles technologies de l'information peuvent porter vraiment à des, pas seulement à des défis, des problèmes, et des qualités, mais des bénéfices qui peuvent être bien montrés par des expériences d'organisation qui ont déjà commencé à faire ces chemins vers une internationalisation et informatisation des services. Comme toujours, on commence tout de suite avec une présentation de la partie théorique, des liens pour avoir plusieurs informations, et ensuite des infographiques pour chercher de mieux comprendre les différentes approches. Ensuite, on cherche à démontrer des exemplaires. Approche participative et un des thèmes qui ont été plus devenus au premier niveau d'importance dans les derniers temps, comme les différentes organisations sur le territoire peuvent contribuer dans une dimension sociale à améliorer la gestion, dans notre cas d'Anglam. Alors on cherche d'expliquer les concepts d'approche participative ou coopérative ou co-design et voir comment toutes les différentes organisations sociales peuvent être unies pour partager les compétences et avoir des objectifs conjoints. Des approches participatives qui peut mettre ensemble les acteurs locaux qui peuvent être agents des cultures, d'éducation, de santé, des ONG, et comme ça. Ensuite, on continue avec des questions. Dans quelle mesure nos musées sont ouverts aux enfants, aux jeunes en particulier? Et avec des exemplaires, regarder comme on peut avoir des différents modèles pour engager de plus en plus les jeunes, pas simplement comme public, mais comme personnes qui donnent les concepts d'approche participative, dont des contributions directes à la gestion et la coordination, la gestion de GLAM. Ensuite, on peut continuer avec de quelles compétences on a besoin pour passer au numérique, au moins pour comprendre mieux quelles sont les compétences, les habiletés qui sont nécessaires dans les GLAM. Bien sûr, normalement, dans ces projets-là, sont les grandes institutions qui participent. Pour les petits GLAM, il y a toujours les difficultés qui sont liées à la dimension, qui la scale, l'échelle est très très petite. On n'a probablement pas de ressources internes, mais on peut, avec cette approche participative, engager des organisations sans but lucratif des écoles, des associations de jeunes qui peuvent contribuer à supporter les différents musées, bibliothèques, archives et répondre aux besoins numériques qui sont nécessaires pour les engager. D'autre côté, on a adressé aussi les problèmes de sobriété numérique.
Bien sûr, pour les organisations qui n'ont jamais commencé à travailler avec le numérique, il faut commencer et on cherche de supporter et un engagement des technologies. D'autre côté, il faut aussi avant tout comprendre les problématiques des sobriétés numériques qui, de plus en plus, les, les charges en termes d'énergie, des coûts sociaux liés à les technologies de l'information deviennent importantes. Ce n'est pas simplement quelques personnes, mais commence à être vraiment très, très importante. Et là, on a une expérience très forte en France qui vient du projet Shift. Là, on a bien identifié, qui donne des bonnes euh, suggestions pour chercher de réduire l'impact environnemental qui est lié à l'utilisation des technologies. Dans quelle mesure le numérique est vert. Et on peut voir que l'empreinte énergétique annuelle de plusieurs pays et deviennent importantes en relation aux nécessités. Alors, bien sûr, on continue avec des bonnes suggestions, de recommandations pour chercher de réduire l'impact lié à la technologie de l'information et organiser les nouveaux services d'une façon qui respecte déjà et qui est en ligne avec les principes de sobriété numérique. Bien sûr, on donne toujours des lectures complémentaires. Là, il y a une référence au projet Shift, qui bien sûr est très importante. Et là, il y a aussi des expériences qui viennent d'autres associations, We Are Museums, qui a préparé des feuilles de route sur les voyages environnementaux pour les musées. On continue avec encore des suggestions pour chercher d'avoir un bon équilibre entre les activités physiques et digitales dans les GLAM. Bien sûr, regardez quelles sont les expériences physiques qui peuvent être supportées par les technologies de l'information, réalité virtuelle, réalité augmentée, avec ensuite encore des exemples qui viennent du musée aux bibliothèques de plusieurs pays européens et non européens. Et ensuite, encore des suggestions de lecture complémentaires, parce que bien sûr, l'objectif de cette module de formation est surtout donner les utiles aux personnes qui sont intéressées à accroître l'information, leur connaissance sur ces thématiques-là, et donner les informations, les cadres généraux, et ensuite s'adresser vers projets, expériences existantes qui peuvent être utilisées comme modèle pour identifier quelles sont les stratégies à suivre dans chaque organisation. On continue. Comment les GLAM peuvent-ils passer au numérique pour cibler les jeunes? Et alors, on va présenter des bonnes expériences, des projets ciblés sur les musées qui supportent l'apprentissage de jeunes, apprendre dans les musées, et aussi les musées qui apprendre. On peut encore les dimensionner. Encore, quel est le rôle des GLAMS comme agent des changements sociaux? Et encore, il y a des recherches importantes qui ont été faites par des associations européennes, par les musées, par des British Museum, pour mieux gérer les associations des bénévoles, des organisations non gouvernementales qui sont intéressées à supporter cet effort des GLAM. Ensuite, les stratégies pour engager les jeunes. Regardez quelles peuvent être les différentes méthodologies, modèles pour supporter
l'accès du jeune à la culture, avec encore cette dimension de bénéfice mutuel. C'était la chose toujours importante, pas simplement de s'adresser au glam pour prendre bénéfice du jeune, mais voir vraiment chaque fois comme les utiles qui peuvent être implémentés portent des bénéfices conjoints. On continue avec des suggestions de lecture complémentaires qui encore viennent des bonnes expériences qui ont été organisées dans différents pays, dans différents musées. On continue encore dans l'unité 1 de notre module avec des exemplaires des projets réussis et des enquêtes intéressantes. Là, on a choisi les musées dans la valise, un projet organisé en Italie. Une deuxième webinaire sur placer les publics au centre des organisations culturelles, qui est organisé par les réseaux NEMO, les réseaux d'organisation des associations muséales. Ensuite, une autre enquête très importante qui a été organisée par les réseaux des associations des musées européennes par NEMO sur la situation des Covid-19 sur les musées en Europe pour voir comment la nécessité de répondre aux des besoins créés par la pandémie, par les lockdowns, a ouvert la créativité de plusieurs agents culturels pour créer quelque chose complètement neuf qui peut être utilisé comme modèle par des autres musées et bibliothèques et archives. Des ressources additionnelles, Act for Use et UNESCO, l'Union des pays, bien sûr encore pour chercher de comprendre, pas seulement à niveau européen, mais à niveau mondial, quelles sont les différentes stratégies méthodologiques qui ont été mises en place. Comme tous les modules d'évaluation, on cherche aussi de stimuler l'engagement avec des activités. Aujourd'hui, il n'y aura pas le temps de regarder tous les 5 modules, mais bien sûr, on a suivi aussi des stratégies un peu différentes. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a des universités, des écoles dans les partenariats. Et bien sûr, pour les modules qui ont été développés par les universités, ils ont cherché de créer aussi des tests pour analyser tout de suite combien des informations qui ont été données aux étudiants, aux participants à la séance de formation ont été déjà mises en place. Pour nous, et comme association, sont pour tout pour stimuler une participation de nos membres des les différentes institutions culturelles. Plutôt est important de chercher de travailler ensemble. Et là, on a proposé des petits problèmes pour chaque GLAM, pour chaque association, pour chercher de supporter les organisations qui sont intéressées à participer à cette pilote de notre module dans la réalisation des petits résultats. Et là, on a commencé à proposer d'organiser un petit activité SWOT, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, qui peut être une première partie pour progresser sur la ligne de développer une stratégie ou méthodologie. Je continue, s'il y a là quelques questions, vous pouvez m'arrêter, mais je préfère continuer ensuite pour vous donner une vision globale, au moins du module, pour regarder comment a été développé, par exemple, ce module-là. Le deuxième module
les glameurs dans la crise du Covid-19, concevez votre projet. Et là est plutôt quelque chose d'applicatif pour regarder comment les GLAM peuvent organiser, développer un plan d'action pour organiser leur réponse aux stratégies qui sont devenues nécessaires après la pandémie. Alors, avant tout, pourquoi un plan d'action? Il est nécessaire, avant tout, identifier quelles sont les problématiques et pour quelles raisons est nécessaire pas simplement de répondre jour par jour aux différents défis, mais organiser, planifier quelles sont les différentes actions pour chercher et améliorer et créer quelques actions, quelques nouvelles actions qui peuvent vraiment être dans cette direction-là. Définir les objectifs, construire les projets autour du personnel qui va les mettre en œuvre, analyser les contextes, définir les actions. C'était sont un peu les différentes thématiques à considérer pour créer un plan d'action. Ensuite, identifier quels sont les secrets du succès. Idée du départ, les programmes journaliers, les programmes mensuels, les étapes intermédiaires, chercher de comprendre quelles sont les différentes étapes nécessaires pour définir la stratégie, la méthodologie, les plans pour avoir un succès. La définition des objectifs, quelles sont les questions que les organisations se doivent poser pour répondre et chercher les réponses nécessaires. Une fois qu'on a défini les objectifs, les activités et les délais qui sont acceptés pour l'implémentation des objectifs de la stratégie, et ensuite, les systèmes de surveillance et de révision qui est nécessaire à mettre en place pour avoir une continuation dans les résultats, pas être contente d'avoir défini les plans, mais être prêt à les réviser, à l'améliorer, parce que le monde, tous les jours, nous donne des opportunités différentes. Notre public change. Il faut être toujours ouvert au changement. Ensuite, on donne des outils de planification et on supporte les organisations qui sont intéressées à utiliser ces modules pour créer leur plan d'action. On donne un modèle et on donne notre disponibilité pour les supporter dans l'organisation de ces travaux-là. On est presque au final de la présentation. On a identifié quelques ressources additionnelles très intéressantes pour donner des modèles, des bons plans d'implémentation qui ont été proposés. Là sont les Nations Unies, les conseils européens pour donner une vision mondiale et européenne de ces problématiques-là et des exemplaires qui viennent des musées nationaux de l'Écosse et les musées nationaux de Liverpool, qui ont lancé des nouvelles formes des engagements des jeunes qui, à nos avis, ont été des grands succès qui sont présentés comme modèles pour différentes exploitations. Ensuite, les résumés, et comme on a dit, on a préparé des ressources pour supporter les actions de GLAM pour créer un plan d'action. Et là, il y a un peu les modules qu'on a identifiés pour
les différentes thématiques intéressantes pour définir toutes les problématiques liées au GLAM dans la crise du Covid-19. Si on revient encore à notre page, la même situation a été organisée pour les 4 autres modules. On peut toujours retourner. Et là, j'ai terminé mon première exposition et bien sûr, j'arrête de partager l'écran et je peux ouvrir un peu la discussion et aussi demandant à Caroline, probablement et à tout le monde, de contribuer aussi pour élargir un peu la vision qu'on a présentée. Je vous remercie pour l'attention. Merci Pier Giacomo. Le projet est très intéressant et comme tous les projets européens, il y a les partenaires, il y a toujours il y a beaucoup de résultats et tu as bien tout expliqué. Vous voyez il y a beaucoup d'outils derrière tout ce on a fait. Et du coup, moi aussi, je laisserai la parole à Caroline pour un petit peu réagir sur les résultats du projet et aussi pour nous présenter Zach et votre travail. Et voilà. Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis Caroline et je suis volontaire dans l'organisation ESAC. D'abord, merci beaucoup à Amical Culture pour l'organisation de l'événement et surtout de nous avoir invités. Parce que honnêtement, la présentation est assez impressionnante. Et le nombre d'outils que vous avez développés et que vous avez mis à disposition de n'importe qui pour pouvoir avoir accès à autant d'informations possibles et pour pouvoir se reconnecter à la culture est phénoménal. Et je pense que je vais essayer de mettre ça en valeur quand on pourra faire un post sur la fermeture de l'atelier pour rendre ça accessible à tous nos membres. Parce que c'est une question que j'aurais éventuellement sur le projet, une fois toute la liste d'outils mise en place. Comment on peut arriver à faire en sorte que n'importe qui, pas nécessairement du secteur, puisse se connecter et puisse l'utiliser et en ait conscience en fait. Comment est-ce que vous diffusez une fois la liste d'outils faite avec vos partenaires? Répondre tout de suite. L'enregistrement est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du site web, il y a les liens à la plateforme. Bien sûr, il y a des différents privilèges d'utilisation, mais la formation qui a été présentée aujourd'hui est la même typologie qui est ouverte à tout le monde. Je ne suis pas entré aujourd'hui avec les coordonnées réservées aux partenaires usagers. C'était vraiment la même typologie de division qui est disponible à tout le monde, qui se peut enregistrer simplement en donnant une courriel pour confirmer l'enregistrement. C'est tout. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc oui, après, c'est que de la communication, effectivement. Euh, je vais peut-être commencer avec ma présentation à ce moment-là, rapide. Alors du coup, je suis chargée de la communication pour l'association ESAC. Donc ESAC, c'est l'acronyme pour European Students Association for Cultural Heritage. Donc littéralement l'association pour les étudiants européens du patrimoine culturel. Donc nous, la difficulté qu'on a eue n'a pas été nécessairement de réussir à continuer à connecter avec un public, enfin de connecter le public au patrimoine culturel, parce que c'est une association qui est à l'origine vraiment désignée pour les étudiants du patrimoine du secteur. Donc c'est des gens qui automatiquement vont déjà chercher l'information, n'ont pas de difficulté à, à maintenir le contact avec le secteur. C'est un secteur dont on a besoin et pour nos études et pour nos projets. Et ensuite, avec un peu de chance, dans nos vies professionnelles. Donc nous, ce qu'on a essayé de mettre en valeur, ça n'a pas été tellement les données, ça a été d'essayer de continuer à maintenir connectés et les gens et les expériences.
faut savoir qu'au départ, on était sur un système de groupe de travail. On travaillait vraiment exclusivement avec des étudiants dans plusieurs universités européennes qui avaient une sorte de vie autonome. Ils avaient leur groupe de réflexion, leurs projets, euh, qu'ils rapportaient au comité de coordination de temps en temps. Ils créaient aussi des projets, des échanges entre universités. Et ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que d'une part, ces groupes ont été suspendus parce que les universités ont fermé. D'autre part, la plupart de ces groupes organisaient leurs projets grâce à des subventions, et ces subventions ont aussi été retirées parce que c'était quelque chose que les universités ou que les sponsors pouvaient plus se permettre de maintenir. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup d'anciens individus qui participaient à des groupes dans le patrimoine culturel, qui avaient plus de groupes dans lequel évoluer et qui pouvaient plus du tout connecter à leur travail au sein de leur groupe ESAC. Et là où c'est devenu intéressant, c'est que du coup, on a utilisé Internet et tout ce qui est digital comme une plateforme pour élargir le groupe et pour permettre que tous les individus qui étaient répartis en Europe et qui d'habitude ne communiquaient pas tant que ça, puissent se retrouver et connecter à travers un groupe unique en ligne au lieu de travailler séparément, chacun dans leur université. Euh, donc, dû au nouveau format de travail ESAC, ça nous a aussi permis d'étendre à des individus qui provenaient d'universités qui n'avaient rien à voir avec ESAC à l'origine et qui ont pu commencer à participer à nos activités et notamment à nos groupes de discussion qu'on appelle les ESAC Talks et qui auparavant ne connaissaient pas nos activités, n'avaient rien à voir avec nos groupes de réflexion. Et du coup, le fait d'ouvrir, on a commencé par ouvrir ces ESAC Talks à des étudiants pour continuer continuer ce qu'ils faisaient déjà dans leur groupe. Et on s'est très vite aperçu que les présentations, beaucoup de personnes avaient aussi des projets personnels à mettre en avant, des projets concrets d'application, de communication avec leur musée local, euh, qu'ils menaient en parallèle de leurs études, ce qui est déjà vraiment, vraiment impressionnant parce que on s'est retrouvé avec en fait, qu'avec des étudiants du patrimoine culturel passionnés qui avaient encore des projets en cours malgré la distance, malgré le Covid, et qui voulaient les mettre en valeur. Et donc, peu à peu, nos groupes ont évolué vers et pour une partie de nos discussions sur des discussions thématiques purement réflexives sur différents thèmes comme ce qu'on pourrait faire après le Covid, la situation risque d'évoluer, la situation des musées en période Covid. Et on a aussi eu beaucoup d'intervenants qui continuaient à travailler dans le secteur ou qui essayaient de travailler dans le secteur et qui ont voulu mettre en avant leur expérience à travers nos groupes de discussion. Et, euh, et du coup, en fait, nos groupes ont aussi évolué en une sorte de... Ça a été aussi une communauté de soutien parce que beaucoup d'étudiants se sont retrouvés complètement isolés dans le secteur en voyant des opportunités de travail pour ceux qui allaient se diplômer ou qui venaient de se diplômer, toujours plus limitées à cause du Covid. Et donc, ça a permis de créer un groupe qui nous laissait savoir qu'on était plusieurs dans le même cas, on était plusieurs jeunes du secteur à vouloir continuer à travailler dans le secteur malgré la difficulté que ça allait être après études, qui voulaient continuer à communiquer entre eux et à continuer les activités qu'ils avaient en parallèle de l'université quand leur université était ouverte. Et donc ça a permis d'affirmer l'existence de jeunes prêts à entrer dans le secteur du patrimoine culturel et à maintenir la connexion. Ça nous a permis de vraiment de renforcer notre réseau et d'en faire une véritable communauté. Et, d'avoir un groupe de professionnels ou d'aspirants professionnels fort malgré la difficulté d'avoir accès aux institutions et malgré le fait que pour beaucoup, ça risquait d'être difficile à l'arrivée de trouver un emploi. On a ensuite mis en place une deuxième activité qui cette fois était un autre projet qui est destiné à un plus large public, qu'on appelle les ambassadeurs de la culture, tout simplement.
On a commencé ça en janvier 2021. Et du coup, tous les ans, on a une nouvelle promotion d'ambassadeurs qui, à travers les réseaux sociaux, mettent en valeur la culture. Ça va être la culture européenne, ça va être la culture locale, ça va être la culture de leur pays. Ils sont sélectionnés au travers selon leur profil, donc on essaye d'avoir des profils aussi variés que possible, que ça soit des étudiants en musée, des jeunes professionnels dans le secteur de l'architecture. On essaye d'avoir un panel assez représentatif de la variété du secteur culturel. C'est aussi des gens qui viennent de différents pays, qui sont basés dans différents pays et qui, au cours de l'année, ont plusieurs actions de promotion de la culture. Parfois, ça peut être des actions thématiques, par exemple, pour une date qui est représentative pour tous les pays. Par exemple, une date qui approche, qui va être la célébration de la fête des morts. Tous vont mettre en valeur les traditions de leur pays et les promouvoir sur les réseaux. Ils participent aussi beaucoup à beaucoup d'actions qui commencent à reprendre physiquement. Par exemple, à Prague, il y a 2 semaines, il y a eu énormément d'événements. Ils se rejoignent, ils représentent un peu le secteur de la culture pour nous, les professionnels, et ils essayent de toucher le plus de monde possible et de toucher des personnes qui, d'ordinaire, n'iraient pas nécessairement chercher des informations sur le secteur et qui n'ont pas nécessairement les 2 pieds dans le patrimoine culturel. Donc c'est à peu près là où on en est pour le moment. Évidemment, on est en train de réfléchir à comment notre format pourrait s'adapter au fur et à mesure parce on est actuellement sur un format purement digital et c'est un format qu'on a l'intention de garder, on a l'intention de maintenir les Exact Talks. Mais on cherche aussi à savoir comment réintégrer le Exact Talks dans au travers des événements plus physiques et comment on pourrait avoir en fait un format avec les deux aspects qui puissent se combiner de manière intéressante pour continuer à se connecter tous ensemble à travers l'Europe et parfois même au-delà de l'Europe parce on a des collaborateurs qui sont basés aux États-Unis par exemple ou qui sont basés en Inde. Euh, Parce qu'avec le Covid, certains sont rentrés chez eux et donc des étudiants européens, parce qu'ils étudiaient en Europe, sont repartis là où ils étaient le plus à l'aise. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir maintenant une plateforme qui nous permette de connecter à travers le monde et de continuer à faire vivre l'association comme ça, tout en multipliant les occasions de se rencontrer et d'avoir un réseau plus physique et un peu plus concret. Voilà. En plus, récemment, je vous ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, en particulier parce que vous êtes allé au Heritage Summit de Europa Nostra, vous étiez aussi à Europeana Conference 2022, du coup, vous êtes beaucoup très actif. Et ma question, c'est, euh, cette année, c'est l'année européenne de la jeunesse. Quelle action vous avez amené? Quels projets vous avez suivis concernant cette année, si vous avez eu des actions particulières? On n'a pas mis en place personnellement d'actions particulières. Par contre, on a multiplié les actions avec nos partenaires et on a notamment un partenaire depuis maintenant plus d'un an qui s'appelle EHV. Ce sont les European Heritage Volunteers. C'est une association qui organise des projets d'action concrets de conservation, restauration, archivage dans le secteur du patrimoine culturel partout en Europe. Généralement, c'est un projet qui travaille en win-win, c'est-à-dire que les étudiants en tirent une expérience personnelle et en tirent une expérience concrète sur le terrain, que ça soit dans les archives de la Casa Batlló ou dans la restauration de mosaïques roumaines perdues au Kosovo. Euh, et en parallèle, les sites, du coup, ont une main-d'œuvre supplémentaire, qualifiée plus ou moins, en tout cas bien guidée, parce qu'on a toujours un instructeur qui est un professionnel du métier, euh, et peuvent avancer sur leur projet de conservation, restauration, et voir leur site s'améliorer un peu sur des tâches sur lesquelles ils n'avaient pas nécessairement la possibilité de travailler auparavant. Donc ça, c'est des projets, par exemple, qu'on met en valeur au fur et à mesure de l'été, parce que leurs projets prennent place
pour les premiers projets de l'année prennent place en juillet et parfois ça peut aller jusqu'au mois de novembre. Euh, il y a généralement au moins 6 rounds de projets, comme on les appelle, c'est-à-dire c'est des projets de 2 semaines. Euh, et donc ça, c'est une action sur laquelle on met vraiment l'accent en promouvant l'appel à candidature pour les volontaires qui sont intéressés et ensuite en mettant en valeur tout ce qui a été réalisé au cours de l'été par des jeunes pour le patrimoine culturel. Très bien, merci. Bah, à ce point-là, je pense qu'on peut vraiment ouvrir la conversation. J'arrive pas à voir le chat parce que j'ai toujours le problème technique d'avant. Du coup, je vois pas s'il y a des questions, s'il y a des interventions, mais on aimerait bien avoir un feedback. On n'aime pas les mots anglais en français, mais un retour sur les outils que nous avons montrés et si vous pensez, étant donné que les gens qui sont présents ici sont des gens du secteur des institutions culturelles, comment vous pensez intégrer ces outils dans votre institution? Euh, et du coup, s'il y a personne qui intervient, Pier Giacomo, il y a une autre phase du projet, tu sais, le IO3 qui va commencer et on va interagir avec des institutions culturelles pour montrer les projets, tu en as parlé. Et du coup, tu penses comment, c'est un cas concret pour mettre en place les outils de Glamours? Mais là, bien sûr, la mer, c'est un projet expérimental, hein. On n'a pas l'ambition de donner la solution à tous les problèmes, mais simplement de contribuer. Et la chose intéressante est que, bien sûr, tu as bien parlé que c'était l'année européenne de la jeunesse, hein. Dans les 2018, l'Union européenne avait choisi l'année européenne du patrimoine culturel. Et alors, le patrimoine culturel et la jeunesse sont au centre de la politique de l'Union européenne. C'était évident. Et la chose qui, dans les 2020, on a utilisé, on peut dire, la nécessité de la Covid, de la pandémie, pour mêler ces deux aspects dans ces projets-là, devient déjà une preuve de l'importance, de la nécessité de trouver des solutions sur ces thématiques-là. La chose qu'on a bien ouvert et qu'on a essayé déjà de contacter et utiliser l'action 3 vraiment pour contacter de GLAMS qui peuvent avoir déjà commencé des actions avec les associations des jeunes ou qui peuvent être des absolute beginners. On n'a pas la nécessité, parce que bien sûr, les problèmes sont différents, mais on peut dire les modalités pour s'adresser restent toujours les mêmes. Les personnes ne changent pas si on part d'un niveau plus bas ou plus haut. Engager des jeunes et tout, la stratégie est similaire. Alors, la chose qui doit bien remarquer et qui, bien sûr, je donne encore la disponibilité de Michael et que s'il y a quelqu'un qui est intéressé à commencer ou voir comme peut améliorer encore des actions qui existent déjà ou commencer de nouveau, nous sommes à disposition. Nous avons déjà identifié des organisations avec lesquelles commencer au moins pour avoir des résultats tangibles. Mais le projet n'est pas un projet fermé, est vraiment ouvert. Si entre les personnes qui accèdent aujourd'hui ou entre les différentes organisations qui sont liées aux différents thèmes, il y a des autres qui sont intéressés à exploiter cette opportunité, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration. Très bien. Euh, si Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, c'est le moment pour le faire, c'est pour vous présenter et pour donner votre retour. Et
Mais de l'autre côté, je pense que si la discussion c'est pas trop active, on peut aussi terminer cet atelier. Pierre Giacomo, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est-à-dire qu'on peut terminer, c'est-à-dire que la chose importante est générer des idées. Ouais. Alors, on a proposé des idées et bien sûr, on a aussi des besoins de temps pour digérer les idées, pour laisser. La chose que je vous demande pour les personnes qui ont participé, de remplir de toute façon les questionnaires d'évaluation de ce séminaire-là, parce que ça, bien sûr, nous donne un peu les informations qui sont nécessaires pour améliorer l'organisation des autres actions. Caroline demande. Caroline demande la parole, désolée. Non, je voulais dire quelque chose pour notre compte, mais d'abord je vais faire le relais parce qu'a priori, du coup, Marco a pas accès à tous les commentaires du chat. Oui, merci, Caroline. Je t'en prie. Désolée si je prononce mal le nom. Marie Muller qui demande si on fait un lien avec l'IFLA ou si vous faites un lien avec l'IFLA plutôt. Pas encore, hein. On n'a pas encore dans les différentes organisations avec lesquelles on a déjà commencé à travailler. Il y a bien sûr Nemo qui a été mentionné plusieurs fois, l'ICOM, We Are Museums, Culture Action Europe. Il y a plusieurs organisations culturelles. Avec l'IFLA, on n'a pas encore, mais est simplement les cas qu'on n'a pas encore nous donné l'opportunité, mais peut être très intéressant, bien sûr. On a plusieurs contacts, autres côtés, mais pas spécifiquement sur ces projets-là. Oui, bonjour à tous. Je me posais la question effectivement quand vous avez présenté le projet Glamours, parce qu'il y a beaucoup de sections, beaucoup de groupes au sein de l'IFLA. Bon, l'IFLA, c'est préférentiellement les bibliothèques, mais bon, bah, ça fait le lien avec le L de Glam. Mais oui, il y a des groupes jeunesse, des groupes éducation, formation, cultural heritage, digital humanities. Et effectivement, par rapport à ce que vous avez présenté, un outil de formation qui reprend la logique Moodle, enfin des choses qui sont complètement à distance, je pense que ça trouverait plutôt bien sa place aussi dans le fonctionnement international, IFLA, parce que le but c'est d'amener la culture, enfin les bibliothèques au plus près de leurs usagers de par le monde. Donc là, je pense que ça rejoint un petit peu Non, non, mais parfaitement vos en ambitions. ligne. Sur le projet. C'est-à-dire que les bibliothèques ont été les premières à commencer des actions comme ça. Ah oui. Et aux bibliothèques est différente, enseigner des choses en plus. Au contraire, il y a plusieurs, surtout les petites institutions muséales, ou petites archives, qui ont des nécessités beaucoup plus fortes. Parce que l'éducation muséale, bien sûr, maintenant, quand j'entre dans un musée, je regarde plus l'organisation de l'exposition qu'il les contenus de l'exposition. Parce que mon œil est toujours ciblé sur la partie éducationnelle. Et dans les bibliothèques, il y a une vastité énorme de possibilités de coopération, mais vraiment une action conjointe. L'action de formation qu'on a cherché d'essayer, et probablement que les bibliothèques ont déjà depuis longtemps pas commencé des actions comme ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui se fait vraiment pour les GLAM de manière transverse, en fait. Mm. Une coordination européenne sur les GLAM, ouais, Bien sûr, je le oui. découvre. Merci. Merci. J'ai l'impression que Hélène veut dire quelque chose. Oui. En fait, c'est pas une question en tant que telle, mais moi, je voulais simplement remercier parce que j'ai appris plein de choses et justement plein d'outils que je connaissais pas. On est un tout petit musée en banlieue parisienne et donc je me dis, je vais surtout déjà beaucoup lire parce que petite structure veut dire aussi pas beaucoup de personnes.
pour faire, sauf que tout ce qui est communication, etc., à la fois, c'est hyper important, mais ça demande aussi énormément de temps et c'est pas toujours une priorité, malheureusement. Mm. Donc, on doit balancer entre tout ça. Et donc, je voulais déjà simplement vous remercier pour tout ça, pour toutes les infos et tous les sites que vous nous avez donnés. Bah, merci à vous. En effet, on reste disponible pour des informations, le fait, c'est que les outils qui ont été créés sont vraiment en disposition, surtout pour les petites institutions culturelles, parce qu'il y a un enjeu de capacity building, de capacité qui manque, genre au niveau parfois des ressources humaines, et du coup, c'est important d'avoir d'outils comme ça qui peuvent aider un petit peu euh, le travail. Et Caroline, tu voulais dire une chose? Moi, du coup, je voulais rebondir sur ce que Pierre Giacomo avait dit à propos de possibles collaborations et autres. Parce que effectivement, le projet GLAM s'est concentré beaucoup sur la connexion des jeunes au GLAMS, mais du coup des jeunes dans leur généralité. Et comme je fais partie d'une association qui est plutôt destinée aux professionnels et futurs professionnels du patrimoine culturel, je me demandais si on pourrait mettre en place quelque chose plus spécifiquement dédié aux jeunes qui ont l'intention de rester dans le secteur, qui parfois n'en ont même pas l'occasion parce qu'il n'y a pas la place ou parce que les opportunités qui leur sont ouvertes en tant que personne sans expérience, qualifiée, diplômée, mais malheureusement sans expérience, est limitée. Donc je me demandais si on pouvait développer quelque chose à propos de ça. J'ai pas encore d'idées concrètes, mais ça pourrait être intéressant aussi dans le cadre des GLAMS. Bien sûr, mais j'ai pensé aussi, il y a des fonds européens pour promouvoir des stages des jeunes dans entreprises. Et bien sûr, il y a la possibilité de chercher de mêler un peu les réseaux des GLAM et les réseaux, au contraire, des jeunes intéressés à un futur professionnel dans le milieu de la culture et demander de l'argent pour supporter cette mobilité et organiser des stages de quelques mois. C'est une chose qui est très, très simple à organiser. Il faut simplement trouver un peu les personnes plus intéressées et motivées à rédiger la proposition, mais n'est pas compliqué, pas du tout. D'accord, très bien. Et du coup, vous suivez à l'ESAC, vous suivez beaucoup cet enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes. Ok, bah, je pense que ça va être très Non, mais intéressant, ouais. parce que nous, en fait, on a du coup, au cours de la période Covid, on s'est aussi beaucoup intéressé à faire des sondages, à savoir ce que nos membres, parce que du coup, nous, on a le comité d'organisation qui est le groupe auquel j'appartiens. On est une dizaine de personnes à faire vivre l'association. Mais ensuite, tous nos membres, là, on parle de centaines de personnes qui nous suivent, qui participent aux ateliers de manière passive ou non. Et donc, nous, on a organisé des sondages pour savoir sur quoi, par exemple, nos ESAC Talks pouvaient porter, sur les sujets qui les intéresseraient le plus, et sur les difficultés qu'ils rencontraient dans le champ. Et effectivement, ce qui est des problèmes qui sont revenus le plus, c'est d'une part les stages post-études qui ne sont pas rémunérés pour la plupart. Et en France, je sais que le problème, par exemple, d'avoir une convention de stage ou non, change complètement la donne parce qu'en France, on peut absolument pas prendre un stage une fois qu'on a déjà reçu notre diplôme. On est obligé d'avoir cette convention et ça bloque beaucoup de gens. Je sais que moi, par exemple, même pour un stage en Belgique, j'ai absolument pas pu avoir de subvention parce que je venais tout juste de me diplômer et que mon université m'a dit, vous faites plus partie de nos rangs, on peut pas vous aider à recevoir une Erasmus+, qui était le seul salaire prévu par l'organisation. Je suis actuellement en stage à l'UNESCO et pareil, l'UNESCO, c'est une organisation internationale avec un budget culture limité malgré le bruit qu'on fait dans l'enceinte de l'organisation. Et donc, on est des dizaines de stagiaires, personne n'a de rémunération. Et c'est très difficile, je pense que c'est pour ceux qui arrivent à rentrer par exemple à l'UNESCO, on est vraiment privilégié parce qu'on a cette occasion de dire oui, je suis prêt à faire un stage de 6 mois après mes études sans recevoir aucun salaire. C'est très difficile pour beaucoup de gens. J'ai aussi rencontré des gens, malheureusement, dans mon cursus de master, qui ont abandonné les études complètement au milieu du master,
dû d'une part à la possibilité professionnelle après, et parce que du coup, avec le passage au tout digital, ils avaient aucune connexion. Donc les difficultés pour nous, c'est et l'insertion et les stages non payés. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on essaye petit à petit de construire quelque chose de plus fort et d'avoir un message toujours plus impactant parce que c'est une difficulté énorme et on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui sont capables, qui sont diplômés, qui, si on leur donne l'occasion d'acquérir de l'expérience, se donneront à 100% et deviendront des personnes très capables dans le secteur rapidement et qui se retrouvent sans aucune opportunité. Oui, non, mais je comprends très bien. Moi aussi, je viens de sortir de mes études, du coup, je vois très bien le problème dont tu parles. Ouais. Bah, du coup, oui, je pense que c'est envisageable faire quelque chose dans les cadres de projets Glamours. Il y a beaucoup d'outils, il y a toujours des choses à faire. Le projet va se terminer en 2023, non? Giacomo? Ouais. Euh, oui, en février 2023, on va terminer. Et Et du coup, mais ensuite, il y a toujours ensuite des autres projets qui vont continuer, parce que bien sûr, l'action, on l'a déjà souligné plusieurs fois, est très intéressante, hein. On ne peut pas terminer simplement avec des modules qui restent à disposition, bien sûr, et auront le besoin d'être améliorés, innovés, intégrés avec de nouvelles défis. très bien. Mais du coup, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore, je vous invite à le faire. Mais autrement, je pense qu'on a beaucoup très bien échangé. Bien sûr, la vidéo sera disponible sur YouTube. Je vais l'envoyer dans les prochains jours. Et les liens et les slides, les diapositives que Pierre Giacomo et Marie-Véronique ont montré vont être présents dans un mail qui va suivre la télé. Et Pierre Giacomo, je te laisse écrire notre mail dans le chat, comme ça tout le monde là, parce que moi j'ai pas accès au chat. Et bien sûr, on est disponible si vous avez besoin de quelque chose autour du projet, autour aussi des autres projets qu'on suit, Michael Culture. On n'a pas vraiment eu le temps pour présenter Michael Culture, mais euh, on travaille sur tous des projets européens comme ça. Et on est en effet, on est un réseau européen pour le patrimoine culturel et sa numérisation et le patrimoine numérisé. Et on mène des actions au niveau de advocacy aussi, du coup, de dialogue avec les institutions. Et on suit beaucoup de projets qui sont financés par l'Union européenne, surtout à travers Erasmus+, comme The Glimmers, mais aussi Horizon 2020, du coup, tout ce qui concerne nouvelles technologies et innovation. Bien. De mot final, PG? Merci à tout le monde. Victor, Non, je je crois voulais que savoir si... Ouais, quand il y a des questions d'animation, je suis toujours contente, hein. En Italie, nous sommes habitués qu'on fait une présentation et tout le monde reste ouais, assis sans faire des questions, sans intervenir. Et cette une interaction est toujours bien appréciée. Caroline? Non, désolé, c'est juste pour relayer la demande d'Hélène. merci. Merci. Avant qu'on se sépare, elle demandait si c'est possible de partager les contacts de tous les participants de l'atelier. Oui, bien sûr. Pour nous, je pense que ça va très bien. Après, les restes des participants doivent accepter. Ok, oui. Bah ok, ça sera fait. Ok. Bah, je vous remercie à nouveau
et pour votre présence et pour votre intervention. Et merci à Caroline, et merci à Pierre Giacomo et merci à Marie-Véronique que elle nous écoute. Elle nous écoute. Et, et, et du Je vous écoute et je vous remercie aussi tous. bah, merci beaucoup et à la prochaine fois, peut-être. Merci. Merci. À bientôt. Bonjour. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.